Valérie Messica, fondatrice et directrice artistique de Messica, une jeune maison déjà bien installée tant elle est devenue incontournable. Valérie Messica, est-ce que vous êtes consciente d'un tel succès ? J'avoue qu'en tant qu'entrepreneuse et directrice artistique, j'ai beaucoup de belles histoires qui me sont arrivées ces dernières années, mais comme toute bonne entrepreneuse, je suis plutôt sur la page d'après que savourer toujours l'instant présent. Projeter et puis rester prudente et projeter et investir encore. Absolument. Bon, c'est une histoire de diamants, c'est surtout une saga familiale. Il y a le père, le mari, le frère et vous, c'est ça ? Et le cousin aussi. Et le cousin N'oubliez aussi. pas mon cousin. Et le cousin aussi. Et une de mes meilleures amies aussi depuis toujours. C'est vraiment une histoire ancrée dans l'amour et la famille. C'est un clan. De votre côté, vous imaginez et vous pensez les collections ? Absolument, 100% moi, et j'ai mon acolyte, le fameux cousin, avec qui je travaille sur tout ce qui est direction artistique depuis le début. C'est une maison très particulière dans le monde de la joaillerie. Vous êtes arrivé en 2005 avec comme idée de casser les codes, en fait, d'aller au-delà des traditions, parce que le diamant est quand même connu et a été connu pour ses traditions. Absolument. Je pense que parce que j'ai eu la chance d'être née avec un papa diamantaire, j'ai une approche du diamant complètement différente parce que j'ai eu la chance d'être connectée à lui depuis ma tendre enfance. Donc, quelque part, je me suis dit, quand j'ai commencé à avoir l'âge de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire, de me dire qu'il y avait la place pour un acteur qui pouvait prendre la parole de façon plus libérée, plus décomplexée, plus jeune et plus moderne que ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Donc, ce sont quoi ? Des bijoux de tous les jours, plus sobres, plus modernes, vous le disiez. Ça a été ça, et notamment avec votre motif qui est devenu déjà très très vite une signature, votre motif Move, c'était d'être un bijou de tous les jours. Absolument. En fait, comme je vous le disais, j'ai grandi avec, comme quelque part, un compagnon posé sur ma peau de façon très naturelle et pure. Sans que ça soit dans le coffre à bijoux. Absolument. Finalement. Moi, j'en avais un peu... Je me suis dit, mais pourquoi tout le monde considère, et c'était normal, le diamant comme quelque chose de si sacré. J'ai voulu un peu rendre cette accessibilité que j'ai eu la chance d'avoir pour les femmes. Et d'ailleurs, le succès me l'a bien rendu, puisque les femmes, aujourd'hui, viennent s'acheter des bijoux pour elles-mêmes. Et c'était un peu ma démarche au début. C'est-à-dire de casser ce carcan, qu'il était très solennel pour des grandes occasions. Il fallait que ce soit offert, exactement. Exactement. Un esprit donc frondeur, plus libre. Comment maintenant, presque 20 ans après, on casse encore les codes ? En se remettant toujours en question, en essayant d'avoir toujours un petit temps d'avance, en poussant les limites quelque part de l'attendu en termes de créativité. J'essaie d'innover tout le temps. Le fameux coup d'après dont je viens de vous parler, il est perpétuellement dans mon esprit. Et puis savoir s'entourer aussi, il y a le clan pour fabriquer, pour concevoir, mais aussi pour parfaire la renommée. Il y a eu des personnalités, donc Kate Moss, Kendall Jenner, des égéries à la renommée internationale pour aller chercher directement le rayonnement international. Franchement, dans la vie d'un succès d'une entreprise, il y a forcément beaucoup de travail, beaucoup de passion, mais aussi de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des femmes qui m'ont portée, comme notamment Beyoncé, Rihanna plus récemment au Met Ball. J'ai vu que vous avez projeté mon ami Grosjean, qui est aussi un ami. Toutes ces personnes ont été autour de moi, m'ont accompagnée, ont porté mes valeurs aussi. Parce que quand une Rihanna est au Met Ball, la puissance de cette femme, de son message, elle annonce à tout le monde aussi qu'elle est enceinte, c'est elle qui le décide au moment... Enfin, je veux dire, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler, acheter, et c'est des moments magiques que j'ai eu la chance de vivre. Des portes se sont donc ouvertes, vous suscitez le désir avec des collections plus exclusives, des collaborations. Et puis, il y a cette logique, finalement, la Fashion Week. Il y a eu le 2e défilé cette année. Pourtant, on a l'impression que c'était déjà installé, qu'ils ont été nombreux. Tellement ça fait partie de vos codes. Ah, ça me fait plaisir ce que vous me dites, parce que moi aussi, j'ai l'impression que j'en suis à mon 10e, entre guillemets, parce que, en fait, tout a commencé avec Kate Moss, ma collaboration. On a dessiné à peu près 170 pièces de haute joaillerie ensemble, et on voulait célébrer cette collaboration au sortir du Covid. Et je me suis dit, c'est pas possible de faire une célébration classique sous cloche. Je me suis dit, ça a été tellement incroyable de travailler toutes ces pièces avec cette icône de mode. Chaque pièce de notre dressing joaillier a été pensée avec le vêtement, avec la féminité qui va avec le style qui va avec. Alors je me suis dit, quoi de mieux ? Quelle belle occasion pour moi de célébrer ce moment avec un catwalk, avec des filles qui les portent, qui communiquent cette énergie, cette féminité, ce style. Et voilà comment j'ai décidé de faire mon premier show. Et après, un tel succès, il fallait que j'en fasse un rendez-vous. Donc, le 2e. Les retombées sont immédiates après. Vous êtes installé dans le paysage et en termes de chiffre d'affaires, de développement, il y a des retombées immédiates ?
Oui, il y a des retombées, oui, en termes d'image, c'est certain. En termes de vente, les choses prennent plus de temps quand il s'agit de pièces chères, mais définitivement, je peux vous dire que effectivement, il y a des retombées, c'est évident. Ça veut dire que votre gamme de prix, elle s'étend de quoi? Quelques centaines d'euros à des prix Oui, en fait, au début, j'ai lancé en ayant comme segment de prix 500 000 euros. Parce que mon idée, c'était quelque part de rentrer en compétition avec la mode, les accessoires de mode de luxe, évidemment, des chaussures, des sacs à main. Après, au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai pris confiance et je me suis dit, grâce à l'accès avec mon père à des pierres exceptionnelles, je me suis tentée à l'exercice de la haute joaillerie. Donc aujourd'hui, on a fait des pièces qui vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Avec cette expérience, c'est Messika qui a intégré la fédération de la haute couture et de la mode au même titre que Dior, Bulgari, Chaumet. On parle de savoir-faire et de territoire. Ça a été le Graal pour vous, c'est juste la continuité, c'est juste une carte en plus. C'est une carte en plus dont je suis très fière, vous avez raison, d'avoir quelque part cette legacy, ce tampon, quelque part je ne pensais même pas pouvoir acquérir en si peu de temps. Mais comme je vous ai dit, on continue, on continue. Des grands noms, on va en parler encore, des grands noms à la Fondation Vuitton. On parle dans Iconic Business aujourd'hui d'une expo à 4 mains, Basquiat et Warhol. C'est un reportage d'Eva Jaco. Je me trouve devant African Mask, la toile la plus grande de l'exposition. Ici, près de 70 toiles sur les 160 réalisées par Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat entre 1983 et 1985 sont exposées sur 4 niveaux dans de vastes espaces, laissant parler d'elles-mêmes des toiles parfois gigantesques comme celle que l'on voit derrière moi. Alors cette réunion entre les deux artistes prend des airs de collab et on le voit d'ailleurs sur l'affiche de l'exposition où cette étoile noire a été remplacée par ce sigle en X et c'était peut-être déjà le cas à l'époque où Bruno Bischofberger, le galeriste, a fait se rencontrer ces deux artistes. Oui, exactement. En 1982, le 4 octobre, Bruno Bischofberger présente Jean-Michel Basquiat à Andy Warhol sans savoir que c'est le début d'une collaboration qui va durer un petit peu plus de 2 ans. Et justement, juste derrière moi, vous avez une œuvre qui s'intitule Dos Cabezas, réalisée par Jean-Michel Basquiat et qui vient marquer cette rencontre entre les deux artistes puisque lors de cette rencontre, des polaroïds sont pris d'eux-mêmes et Jean-Michel Basquiat, à partir d'un de ces polaroïds, va réaliser ce double portrait d'Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, le début d'une amitié très forte entre ces deux artistes. Au fil de leurs œuvres, on voit une confusion de leurs styles respectifs qui se mélangent, la sérigraphie, le collage, la peinture. Quelle est l'œuvre la plus significative ? Alors en réalité, il y en a plusieurs et je vous propose de me suivre en Galerie 5 pour découvrir ça ensemble. Alors ici, on se trouve dans la salle dédiée à la série General Electric. Quel est le procédé utilisé par Warhol ? Alors c'est très intéressant parce que dans cette salle, on va retrouver des œuvres où justement, comme vous le disiez, on a cette confusion de styles. Andy Warhol, qu'on connaît pour ses portraits, pour ses sérigraphies ici, va se remettre à la peinture, tandis que Jean-Michel Basquiat, parfois, va quant à lui utiliser la sérigraphie. Alors à présent, on vient de monter d'un étage où l'œuvre se fait plus politique. Ici, dans cette salle, qu'est-ce qu'on voit derrière nous ? Alors, vous vous trouvez face à une des œuvres les plus fortes de cette exposition, qui est constituée de 10 sacs de frappe sur lesquels Andy Warhol a peint le visage du Christ et également Jean-Michel Basquiat a plusieurs fois répété l'inscription Judge. On a une œuvre ici très politique qui traite à la fois de l'émergence du sida dans les années 80, mais aussi de toute cette violence et ce racisme présent à New York dans ces années-là. L'œuvre de Basquiat continue de fasciner et de vivre 36 ans après sa mort. En témoigne l'hommage de l'artiste Jay-Z qui a donné un concert intimiste dans l'auditorium de la Fondation Louis Vuitton devant près de 1500 personnes. Le succès de Messika, une croissance à 2 chiffres et des marchés toujours plus dynamiques. On est sur quoi? L'Asie, le Moyen-Orient à l'heure actuelle? Le Moyen-Orient, c'est notre premier marché à l'export, donc il est un peu historique. L'Asie, effectivement, on l'a ouvert à la veille du Covid et on a ouvert depuis 2-3 ans à peu près une vingtaine de boutiques, donc ça va vite. Et forcément, le marché américain continue à constituer un territoire de conquête pour Messika. Sans oublier Paris, rue de la Paix, c'est pas anodin parce qu'on est au milieu des maisons très traditionnelles. Ouais. Et puis les Champs-Élysées, vous laissez pas de côté les Champs-Élysées avec une expérience à venir un peu particulière. Absolument. La rue de la Paix, c'est une rue auquel j'ai attendu longtemps avant d'y entrer, parce qu'elle était un peu intimidante pour moi, et que comme j'avais, on va dire, l'envie
comme vous disiez, un peu casser les codes en allant plutôt vers la mode. Quelque part, pour moi, c'est l'entrée dans une rue que je respecte énormément. Une consécration. Une consécration, voilà, absolument. Voilà, il y aura une expérience client qui sera bien différente. Et en ce qui concerne les Champs-Élysées, c'est vrai que tout est en train de se métamorphoser sur cette belle avenue. Vous parliez de projection et de l'entrepreneur qui regarde toujours après. Et donc, c'est vrai pour cette boutique sur les Champs-Élysées. Absolument. Et elle va être un concept store qui va rendre hommage, en fait, à mon produit iconique, le fameux Move, mais de façon encore différenciante. Poursuivre l'expérience encore avec un café Messika pour plusieurs mois. Ce sera au printemps Haussmann à partir de mi-mai. C'est l'occasion d'utiliser la force de la marque, mais de pousser jusqu'au bout l'ambiance de Messika. Ça, j'avoue que c'était quelque chose qui m'a été difficile de refuser quand on nous l'a proposé il y a quelques mois. Forcément, il fallait monter dans le train rapidement. C'est un nouveau métier, quelque part, qui s'offre à nous et à mes équipes. Mes équipes adorent le challenge. Elles ont accepté de rentrer dans cette histoire. Quelque part, c'est une suite logique. Le luxe, c'est de l'expérience, c'est du rêve et c'est de l'art de vivre. Donc là, on est vraiment dans nos chaussures. L'art de vivre, justement, avec cette diversification du luxe, l'inspiration, l'identité prolongée, cette ambiance, ça a vraiment le vent en poupe, Nathan Cocampo, car il y a bien une tendance là. Oui, la tendance est bien là et se renforce partout dans le monde ces dernières années. Prada a par exemple dévoilé un nouvel espace au cœur du grand magasin Harrods à Londres. Entouré des codes de la marque, les clients dégustent spécialités italiennes et cocktails à base de spritz. Autre exemple avec Breitling, l'horloger aviateur, qui vient d'ouvrir un café et un premier restaurant, Breitling Kitchen, à Séoul, une cuisine gastronomique qui juxtapose son nouveau magasin de 750 mètres carrés. Enfin, Paul Smith réinvente le café vert au printemps Haussmann à Paris. Là aussi, on retrouve évidemment les codes de la maison et ses rayures iconiques, tout en dégustant des spécialités anglaises. On parle d'une diversification, mais en fait, ça fait des décennies déjà que ça a été engagé. Oui, Audrey, Giorgio Armani a été un des pionniers en la matière avec l'inauguration d'Emporio Armani Café à Paris en 1998. Depuis, une vingtaine d'établissements de la marque ont ouvert dans le monde entier. Objectif, faire rayonner l'image de marque. Les maisons de luxe ne se limitent plus à la vente de leurs produits traditionnels et créent des nouvelles sources de revenus. Mais surtout, elles fidélisent leurs clients avec ces établissements, bien souvent situés à proximité de leurs magasins. Une diversité qui fonctionne aussi par le soin apporté à la qualité des expériences proposées. Le restaurant parisien Armani a reçu une étoile au guide Michelin et dans sa nouvelle adresse, Messika collabore avec le chef renommé Juan Arbeles. Exactement, rendez-vous mi-mai. Merci Nathan Cocampo. À l'heure du débat sur la durabilité cette fois et de l'impact environnemental, diamant naturel coûte que coûte ou diamant de synthèse peut-être ? Diamant naturel. En ce qui me concerne, la magie pour moi de ce métier, la magie de cette pierre, c'est qu'elle date de milliers d'années, qu'elle est fabriquée par le cœur de la terre. Et j'ai du mal à aujourd'hui penser être capable de faire du diamant de laboratoire, même si je respecte que la place pour tout le monde. Chaque semaine dans Iconic Business, les iconiques de l'invité. Ce que le luxe est pour Valérie Messika, la quintessence de l'élégance, un smoking Saint-Laurent aussi pour la dualité, c'est un peu à l'image de votre maison finalement. Je m'en suis rendu compte effectivement que pour moi le smoking de Monsieur Saint-Laurent quelque part, c'est cette espèce d'élégance à la française, intemporelle, qui est la dualité entre le masculin et le féminin, comme vous le dites si bien. Et j'essaie d'apporter ça dans mes créations. Je trouve qu'il a aussi mis l'élégance féminine dans un costume d'homme, mais tout en y amenant le confort. Et dans mes bijoux, je pense tout le temps à la femme qui va les porter, à ce que ce soit confortable, à ce qu'il épouse les courbes, les coups, les poignets, sans endimancher la femme, et est-ce qu'elle reste naturelle. Une femme qui pourrait se parer d'un sac bien particulier. Et là, il y a un attachement, c'est le sac de votre grand-mère, mais pas n'importe lequel. Oui, le sac Kelly d'Hermès. C'est vrai, il est dans ma bibliothèque au bureau. Aussi, son intemporalité, la force créative d'un sac dessiné il y a presque 100 ans maintenant, porté par une icône qui est Grace Kelly, qui a aussi été une icône qui a habité mon imaginaire pendant de nombreuses années. Je trouve que c'est d'une puissance incroyable d'imaginer qu'un accessoire de mode puis transverser le temps tout en gardant même de plus en plus de valeur. L'émotion du luxe, l'expérience du luxe, pour vous, c'est aussi une œuvre d'art ?
Oui, absolument. Et quelle est-elle? La sculpture. Quelque part, le bijou, c'est une mini-sculpture. Donc, dans mon enfance, j'ai été assez obsédée par les objets de sculpture, même si la peinture fait aussi partie de mon regard. Mais la sculpture s'apparente plus à mon métier, et Calder tout particulièrement. J'aime la délicatesse, la fragilité de ces objets, tout en étant très fort, puisque quelque part, on a beau le manipuler, il revient tout le temps à sa position. Merci beaucoup Valérie Messika, fondatrice et directrice artistique de Messika. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Dans un instant, dans les désirables de la semaine, on reviendra sur le Grand Rex, mais un avant-goût d'ailleurs dans l'Iconic Capsule. Phénomènes et tendances, le Grand Rex, je vous le disais, un avant-goût des désirables. La façade du Grand Rex, tout juste rénovée, retrouve son caractère d'origine et nous ramène dans les années folles en 1932. Au total, près de 4 millions d'euros ont été consacrés à ce projet qui a été dévoilé à l'occasion des 90 ans du cinéma. J'ai rencontré des nouveaux architectes des bâtiments de France qui m'ont poussé à l'idée de revenir à la façade authentique de 1932 et donc d'enlever ces lignes rouges qui étaient apparues dans les années 70 et revenir aux lignes dorées et noires qui étaient le Grand Rex à son origine. Aujourd'hui, le propriétaire du cinéma souhaite faire du Grand Rex un movie palace et qu'il retrouve sa grandeur et sa place parmi les cinémas du monde entier. Depuis 2015, une dizaine de millions d'euros ont été accordés pour la rénovation du cinéma. Son escalator avec sa main courante champagne, ses lustres importés d'Italie ou encore la rénovation des peintures d'époque. La nouvelle coupole a d'ailleurs été dévoilée il y a quelques mois, des travaux s'élevant à 400 000 euros. Ici, vous avez une mosaïque qui a été créée pendant le Covid, qui est un hommage à la Féerie des Eaux et au bassin de Neptune, qui a été créé par mon grand-père en 1954. Tout a été cassé et refait. On a mis des marbres de Murano qui rappellent, vous avez le marbre émeraude qui était le marbre qui ornait le Grand Rex à différents endroits en 1932. Vous avez le marbre noir veiné blanc que vous retrouvez sur les piliers extérieurs de la façade. Et bien sûr, vous avez un dôme qui a été refait par des artistes, un dôme en stuc et en feuilles d'or. C'est un rappel d'une mosaïque qui existait dans l'entrée du Grand Rex en 1932. D'autres projets de rénovation sont également en cours, notamment la salle 2 qui deviendra une salle de luxe ou encore les toilettes qui seront dignes d'hôtels 5 étoiles. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Iconic Business, le luxe by BFM Business.